Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Chantal Soutarson, journaliste et créatrice de Beauty Toaster, le premier podcast cosmétique. Elle y reçoit depuis 7 ans des acteurs du secteur clé de la beauté, autant dire qu'elle s'y connaît en soins, textures et ingrédients qui peuvent sauver notre épiderme. Parce qu'appliquer une crème tous les jours, c'est quand même la base, non, d'une routine belle peau? Oui, mais quelle crème? On en est où des ingrédients qui fâchent? Il y a encore des formules à cliner, des innovations à trouver? Avec Chantal, on parle de tout ça, du marché, des consommatrices, des progrès qui restent à faire, en particulier sur les soins destinés aux peaux noires. Psst, et sinon, Chantal m'a interviewée sur la chirurgie esthétique dans un épisode déjà en ligne sur Beauty Toaster. Allez, c'est parti pour l'interview Cosméto. Micro. Bonjour Chantal, je suis ravie de t'accueillir pour cet entretien. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. Tu es journaliste, on se connaît depuis nos années presse. Tu as notamment été rédactrice en chef adjointe beauté au célèbre magazine Votre Beauté. Mais aujourd'hui, tu es surtout la créatrice du podcast Beauty Toaster, qui est le premier podcast cosmétique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure ? Ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'aventure, c'est qu'en fait, en 2017, j'ai commencé à voir de jeunes créateurs de marques, des start-upers, qui se lançaient dans l'aventure cosmétique et qui proposaient des marques avec un cahier des charges plutôt différent de ce qu'on avait l'habitude de voir en cosmétique conventionnelle, donc avec des formules clean, sans ceci, sans cela, enfin bon bref, voilà, sans ingrédients controversés, comme on disait. Et ça m'a intriguée, en fait, parce que c'était complètement nouveau. Si tu veux, les marques qu'on connaissait en beauté, c'était des marques conventionnelles, des grosses marques, des multinationales qui avaient pignon sur rue et qui dominaient vraiment le marché. Et là, on avait des outsiders, en fait. Et je me suis dit, il y a un truc à creuser, quoi. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Je me suis dit, autant qu'à donner la parole à des gens qu'on ne connaît pas, etc., autant le faire sur un média qui est totalement nouveau, parce qu'en plus, à l'époque, franchement, le podcast en France, c'était... Oui, ça démarrait, en fait. Ça démarrait, hein, ouais. Et alors, quels sont les ressorts, justement, qui poussent à lancer une nouvelle marque? Est-ce que c'est l'innovation, la sécurité, l'efficacité, l'écologie? Alors, au début, c'était vraiment un désir de... cleaner les formules, entre guillemets. Ça veut dire qu'il fallait retirer tous les ingrédients dont on pensait qu'ils avaient un impact sur la santé. C'était aussi, il ne faut pas l'oublier, l'explosion des apps, des applis qui permettaient effectivement de scanner un code barre et de voir tout ce qu'il y avait dans un produit. Donc, l'idée au départ, c'était vraiment ça, c'était d'avoir des formules clean. Et puis, au fur et à mesure, les marques conventionnelles se sont alignées sur ce standard. Et petit à petit, on voit que, effectivement, ce qui amène aujourd'hui les gens à créer leur marque, c'est soit des intentions écologiques, un besoin de vraiment prendre soin de la planète. Et puis, il y a aussi le contre-pied, c'est-à-dire l'innovation. Parce que, tu vois, dans toutes ces nouvelles marques qui se sont créées à la fin des années 2010, c'était beaucoup de formules sans ceci, sans cela. Mais finalement, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous vendait, quoi? Oui. Une fois qu'on avait enlevé tous les ingrédients, entre guillemets, controversés, il restait quoi dans la formule? Et il n'y avait pas d'intention d'efficacité, enfin voilà, c'était assez... en fait, les marques se construisaient contre... Oui, voilà. Au lieu de proposer quelque chose qui nous fasse envie. Voilà, exactement. Pas pour proposer quelque chose qui nous fasse envie ou quelque chose qui vraiment innove dans le secteur, quoi. Donc là, je vois quand même un retour de l'innovation. Oui, ça change. Et justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a encore des formules à inventer ou en tout cas des innovations à proposer, malgré l'offre pléthorique? Ouais. Oui, je pense que de toute façon, on n'a jamais fini d'explorer. Après, je dirais que dans beaucoup de choses que j'ai vues qui pouvaient passer pour des choses innovantes, notamment dans la formulation, finalement, on reprend des choses qui existaient déjà il y a longtemps et qu'on a
abandonné au fil des ans parce que justement la chimie est arrivée, la synthèse est arrivée et a fait qu'on s'est éloigné de certaines textures, de certains types de formulations. Mais tu vois, par exemple, le solide, qui est finalement du savon, on s'en était éloigné. Et puis, depuis quelques années, on s'est dit, tiens, mais si on refaisait du solide, mais on n'a rien inventé. Oui, la poudre, c'est pareil. Oui. Formule poudre à dissoudre, machin, ça a toujours existé. Oui. Sauf qu'on le remet en avant. On le remet en avant. Alors on sait, le marketing est essentiel pour vendre une crème, pour la lancer, mais aussi pour qu'elle soit parmi les best-sellers. C'est quoi la tendance actuelle côté marketing ? Est-ce que j'imagine que ça répond aussi aux attentes des consommatrices ? Ouais, alors ça répond aux attentes des consommatrices, c'est vrai, mais ça répond aussi et surtout, je trouve, de plus en plus aux attentes des réseaux sociaux, notamment Instagram, qui joue un rôle prépondérant dans tout ce qui est cosmétique, tendance, etc. Donc en fait, les marques regardent surtout tout ce qui se joue sur ce réseau social ou sur TikTok, accessoirement. Et alors, qu'est-ce qui fait vendre ? Qu'est-ce qui fait vendre ? Alors en ce moment, il y a beaucoup de hype autour du rétinol, voilà, parce que puissant antioxydant, booster de synthèse de collagène et d'élastine. Donc ça, évidemment, tous les skinfluencers sont dessus, voilà. L'acide hyaluronique a un peu moins la cote parce que certaines études ont révélé, et ça date pas d'hier, que il est peut-être pas si hydratant que ça. En tout cas, quand il est appliqué sur la peau, parce que de toute façon, on sait très bien que à la base, c'est quelque chose qui est injecté. C'est pas le même produit évidemment, mais on nous a toujours vendu que l'acide hyaluronique sur la peau, c'était un peu pareil. Oui. Ça n'est pas pareil. Oui. Ce qui est hydratant, c'est notre acide hyaluronique, celui qu'on possède, nous. Exactement. Donc voilà. Alors, les marques ont longtemps vendu des crèmes anti-âge, anti-rides, avec des visuels de femmes de 25-30 ans. Tu penses que ça évolue réellement ? Parce qu'il y a un frémissement. Oui, il y a un frémissement, comme tu dis. Alors, ça évolue, mais je ne suis pas sûre que... Tu vois, c'est très... très light, en fait. Oui. C'est très light. Et quand on nous montre des femmes qui sont censées être d'âge plutôt mûr, tu sens toujours... Enfin, nous, on vient de la presse, on sait comment ça se passe. Tu sens toujours qu'il y a un peu de Photoshop. Quand c'est de la vidéo, il y a des filtres, il y a des caméras, des lumières qui sont disposées différemment. Je pense que malgré tout, les marques ont encore du mal à montrer la réalité. Enfin, c'est un peu comme, tu vois, pendant des années, on nous a présenté les serviettes hygiéniques avec un liquide bleu. Oui. Voilà. On est un peu dans le même, tu vois, dans le même process, quoi. C'est-à-dire que pour vendre une crème anti-rides, on ne montre pas une personne qui a des rides. Non. Et tu vois, je me faisais la réflexion aussi sur Instagram, par exemple. Tu as beaucoup de gens qui te présentent du yoga du visage pour te lifter le bas du visage, faire disparaître les sillons nasogéniens, etc. Ouais, mais à chaque fois, ils testent sur des filles qui ont 20 ans, quoi. C'est ça. Donc, ils te montrent la technique et tout. Donc, tu dis, je vais refaire. Ouais, mais bon, la fille, elle a 20 ans. Donc, elle n'a pas de sillon. Elle n'a pas de sillon. Donc, impossible de savoir si ça marche. Oui. Alors, appliquer une crème tous les jours, c'est la base d'une routine beauté avec les massages, j'ai envie d'ajouter. Et tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, on ne sait plus toujours à quelle crème se vouer, notamment en raison des ingrédients réputés néfastes. Or, on sait, toi et moi, quand même, que la législation européenne est stricte. Malgré tout, tu penses que ça peut être encore risqué d'appliquer certains cosmétiques ? Est-ce qu'il y a encore des formules à cliner ? Honnêtement, non, je pense. En Europe, ça n'a jamais été risqué, et en France en particulier, parce que la France a quand même été le moteur de la législation européenne. On a toujours eu, grâce à Madame Simone Veil, je tiens à le dire, on a toujours eu une réglementation très stricte sur les cosmétiques. Donc voilà, cette législation s'est étendue à l'Europe. A priori, non, mais tu sais... il y a toujours des choses qui échappent. Justement,
à cause des réseaux sociaux, tu as plein de gens qui se disent « Tiens, moi aussi, je ferais bien ma crème et tout Ouais. », qui vendent ça sous le manteau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Eux vous disent vous pouvez avoir confiance, moi je sais, je les ai fabriqués, je sais ce qu'il y a dedans. Ouais, mais c'est totalement hors de contrôle. Il n'y a pas de tests qui ont été faits pour s'assurer de l'innocuité, etc. Enfin, Parce que dans les crèmes conventionnelles, parce qu'on dit toujours les parabènes, ceci, cela... Oui, enfin bon, ça a un peu disparu, les parabènes. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, dans une crème qui contient 90% d'eau, il faut des conservateurs. Hein. Sinon, votre produit, une fois ouvert, il pourrit en 15 jours. Hein. Bien sûr. Tout ce qu'on peut risquer, à la limite, c'est si on prend un produit qui est trop fort pour sa peau, ou si on a une peau sensible, oui, on va risquer peut-être des rougeurs, une irritation. Et après, bon, on n'est jamais à l'abri d'être allergique à un ingrédient. Voilà, ça peut arriver. Hein. Oui, bien sûr. Mais souvent, les personnes qui pointent les ingrédients néfastes, c'est pour dire qu'on prend des risques sur le long terme. Oui, bien sûr. Ouais. Mais après, effectivement, certains ingrédients... Enfin, on parle beaucoup de l'effet cocktail. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'effectivement, il y a des choses encore dans quelques cosmétiques qui prêtent à discussion. Et puis, on mange des choses, on respire des choses. Enfin, tout ça fait que... mais... Voilà, dire que c'est une crème en particulier qui... Non, c'est pas possible. C'est un peu compliqué à dire, ouais. Alors, à force d'enquêter sur le sujet, toi, est-ce que tu as changé ta routine cosméto ? Alors, écoute, non, pas vraiment, parce que j'ai jamais été une grosse consommatrice. Bizarrement, hein, c'est très paradoxal, mais j'ai jamais été une grosse consommatrice de cosmétiques. Un peu comme moi et la médecine esthétique. Ouais, c'est ça. Moi, je passais mon temps à distribuer les produits, tu vois. J'avais pas une fascination. Je trouvais ça intéressant, mais de là, tu vois, à avoir une routine à 10 crèmes matin et soir, enfin à 10 produits, c'est pas possible, quoi. Tu vois, moi, les routines, genre à la coréenne et tout, je n'ai jamais adhéré et j'adhérerai sans doute jamais parce que je sais trop que, voilà, l'accumulation ne fait pas le résultat. Et voilà, qu'est-ce que le résultat, tu vois ? Qu'est-ce qu'on attend d'une crème, en fait ? Faut faire le distinguo. Enfin, toi qui es spécialiste de la médecine, de la chirurgie esthétique, jamais une crème ne permettra d'atteindre les résultats de la médecine esthétique. C'est mort, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'est pas du tout le même processus. Et je dirais même qu'il faudrait s'inquiéter si c'était le cas, parce que ça voudrait dire que cette crème est un médicament, donc qu'elle devrait être soumise à une AMM, une autorisation de mise sur le marché, comme un médicament. Donc, ça voudrait dire qu'elle aurait subi un certain nombre de tests pharmacaux, etc. De toute façon, elle ne serait même pas en vente libre. Oui, voilà. c'est sûr. Donc, bon. Oui, mais... Donc, bon, moi, franchement, j'ai une routine hyper minimaliste. Moi, tout ce qui m'importe pour ma peau, c'est vraiment l'hydratation, quoi. Le confort. Le reste, j'attends. Vraiment terrible, non ? C'est-à-dire que si j'en applique, si j'en ai, mais j'en attends rien à ce niveau-là. Voilà. Moi, j'attends de l'hydratation. C'est tout. Pour moi, c'est ça. C'est une crème qui protège la barrière, voilà, qui te permet de résister au froid ou au vent, qui te protège un petit peu de la pollution. Ça, c'est pas super évident. Mais voilà, qui permettent à la peau d'être souple, de rester bien hydratée. J'en demande pas plus et je crois que c'est illusoire d'en attendre plus, en fait. Ce qui est compliqué avec une crème, notamment quand il y a une promesse, la promesse d'un résultat, par exemple sur les rides ou sur les taches, c'est que le résultat, il est forcément différé. Mais heureusement, on peut savoir bien avant ce résultat si la crème nous convient ou non, j'imagine. C'est-à-dire que c'est ça, quoi. C'est est-ce que la crème que vous avez choisie hydrate suffisamment ? Est-ce que la peau tire ? Je pense que, honnêtement, le résultat, si résultat il y a... il n'est pas extraordinaire. Enfin, tu vois, quand on voit des tests, par exemple, puis c'est souvent des tests, c'est plutôt visuel, etc. Et encore, quand il y a des pourcentages quand même, on te dit moins tant de pourcents. Oui, voilà. Alors, on va te dire moins 12, voilà, profondeur, diminuer de temps, etc. Ouais, mais à l'œil nu, ça ne se voit pas, en fait. Tu vois, c'est tellement minime que ça ne se voit pas. Et en plus, c'est souvent des ingrédients de surface qui permettent
d'avoir cette atténuation des rides. Voilà, ça peut être des silicones, ça peut être des pigments voilà, qui réfractent la lumière. Enfin, tu vois, donc, en profondeur, je veux dire, il se passe rien. Donc, ce qui est important, c'est une crème qui nous va, c'est celle qui fait que notre peau est confortable, qui a une texture qu'on aime, voilà. Un parfum éventuellement qu'on voilà. aime si elle est parfumée. Voilà. Et puis, ça sert à rien de changer tous les 4 matins. Faut l'essayer combien de temps, la crème, pour être sûr que c'est la bonne? Bon, je pense que tu sais dans les premiers jours si c'est la bonne. Franchement, faut toucher sa peau, faut la regarder. Oui, évidemment, si vous voyez des boutons apparaître au niveau de la mâchoire ou sur les joues, bon, c'est qu'il y a peut-être un ingrédient qui vous va pas. Dans ce cas-là, faut l'écarter. Voilà, ou des rougeurs. Bon, c'est quasi immédiat. De toute façon, la peau, elle réagit très vite. Et puis, pour tout ce qui est efficacité, hydratation, etc. C'est dès les premiers jours, tu sais, tu sors, il fait 2 degrés dehors, si tu sens que ta peau tire dans tous les sens, là tu te dis que c'est trop léger, voilà. Alors c'est quoi pour toi un bon cosmétique aujourd'hui? Waouh. Question piège. Question très, Waouh, qu'est-ce qu'un bon cosmétique? Ça reprend un peu ce que je te disais en fait. C'est vraiment le cosmétique qui vous convient à l'instant T. C'est ça aussi, il faut adapter selon la saison. C'est sûr que tu vas pas mettre une crème très grasse l'été quand il fait 35 degrés à Paris. Tu vas pas non plus mettre un petit fluide léger quand les températures chutent en dessous de 0. Et sur le plan plus par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le côté écologie ou santé et tout ça, un bon cosmétique, c'est un cosmétique qui... C'est aussi un cosmétique qui, je dirais, qui correspond à tes valeurs. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui n'en ont rien à fiche de savoir si leur formule contient tel ou tel ingrédient, si quand elle part dans la nature, elle détruit les insectes. Tu vois, là, vraiment, elle veut des cosmétiques, elles aiment le luxe, donc... ça leur pose aucun problème d'aller mettre 300 balles dans une crème ou dans un sérum. Parce que c'est un gage d'efficacité, c'est leur monde. Mais t'en as d'autres aussi qui s'intéressent à ce qu'il y a dedans parce qu'elles savent que quand tu te démaquilles et tout le soir, tout ça part dans la nature. Et qu'est-ce que ça fait Voilà. Donc, je pense aussi qu'il faut choisir en fonction de ses propres convictions, ses propres valeurs, quoi. Si, effectivement, l'écologie est un sujet, tu vas plutôt aller vers des formules les plus, entre guillemets, naturelles possibles, avec possiblement des listing key. Alors, la listing key, c'est la liste des ingrédients que tu trouves sur tous les cosmétiques. C'est une obligation légale. Elle sera le plus court possible pour éviter justement d'avoir toutes sortes de produits de synthèse, etc. La listing key dont souvent on ne sait pas forcément interpréter les ingrédients présents parce que c'est souvent aussi des chiffres, des lettres majuscules ou des formules latines qui peuvent échapper à la consommatrice lambda. Alors une petite astuce, les mots en latin, ce sont les ingrédients naturels. Voilà, ce sont généralement des huiles, etc. Les mots en anglais, ce sont des ingrédients de synthèse. D'accord. Voilà. Top. Je vais réétudier la listing key de mes crèmes. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on disait. Donc, il y a aujourd'hui des catégories de produits cosmétiques et il y a des familles de consommateurs, consommatrices. Donc, a priori, aujourd'hui, vu l'offre... J'imagine que tout le monde, à peu près, peut trouver une crème qui lui convient, un produit. Alors, on a beaucoup parlé crème, même des produits cheveux, du make-up. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, quand même. Franchement, en plus, tu vois, aujourd'hui, avant, on était vraiment sur des marchés presque nationaux. Je me souviens, dans les années 90, 2000, la France, les cosmétiques français, c'était la base, quoi. Ça rayonnait dans le monde entier. Et puis, au fur et à mesure des années, on a vu arriver des marques américaines, des marques anglaises, marques coréennes, donc australiennes aussi, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est internationalisé. Et puis, tu as Internet qui a
permis à tout le monde d'avoir accès à tout ça. Je veux dire, toi, tu peux très bien acheter une crème qui est produite en Australie, aux États-Unis, enfin, la faire venir chez toi. Il n'y a plus cette barrière comme on l'avait avant où fallait attendre que quelqu'un aille dans le pays pour te ramener la crème machin. Bon, on a même écrit des pages comme ça. Oui. Pour les numéros d'été. Alors, si vous partez. Voilà. Et donc, on a un choix énorme, que ce soit, comme tu disais, en skincare ou en haircare. En France, en haircare, on a fait un vrai bond en avant avec tous les produits pour les cheveux texturés, etc. En revanche, sur le skincare pour les peaux noires, là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ah oui, ouais. Parce que les cosmétiques sont testés sur des peaux caucasiennes. Hein. Oui. On va pas se mentir. Oui. Parce qu'on parle de diversité et tout ça, non, toujours pas. Ça c'est non. Oui, on va te mettre la photo d'un mannequin noir et un mannequin blanc, en te faisant comprendre que la crème va à tout le monde. Elle n'a pas été testée, et ça notamment vrai pour les solaires, par exemple. Tu vois, on a aucune étude, on n'a pas de mesure là-dessus, quoi. C'est fou. C'est dingue. Sachant que c'est quand même la moitié de la population dans le monde, quoi, au moins. Oui. Donc, ça a évolué côté make-up, parce que maintenant, il y a des palettes de nuances pour le teint, notamment, alors qu'avant... Merci Rihanna. Merci Rihanna. Eh oui, c'est quand même grâce à elle que tout ça a pris de l'ampleur, même si effectivement il y avait à l'époque des marques qui avaient des palettes assez larges, mais le problème c'est qu'elles ne communiquaient pas dessus. Ces palettes assez larges, elles étaient disponibles dans certains pays et pas dans d'autres. Oui. Voilà, par exemple aux États-Unis, mais pas en Europe. Oui. C'était quand même assez incroyable. Mais voilà, en cosmétique, en tout cas, en soins de la peau, tu vois, il n'y a pas d'études, il n'y a rien, quoi. Et c'est particulièrement inquiétant, hein, franchement, surtout quand on en vient à parler de solaire, parce qu'on sait très bien que le soleil a un impact sur les peaux noires aussi, alors que longtemps, on avait dit non, c'est bon. En pensant que la couleur protégeait. Que la mélanine protégeait, etc. Non, en fait. Encore des formules à inventer. Des formules à inventer, oui. Et alors, justement, tu n'as jamais eu envie, toi, de lancer ta marque ou un label parce que les fabricants... Ouais, j'y connais, hein, j'en connais pas mal. Non. Non, franchement... Et un label, Beauty Toaster? Même pas, tu vois, sur quels critères. Les labels, c'est compliqué quand même à mettre en place et tout. Faut faire des audits, tu vois, auprès des marques. Enfin, ça serait bizarre. Et puis, sur quelle base, je sais pas trop. Ton expertise? Ouais, bon. Je pense que tu l'as retrouvé, pas mal de gens. Non, mais une marque, non, franchement, pourtant, j'en ai interviewé des entrepreneurs, hein, j'en suis à plus de 230 maintenant. Donc, tu as les ficelles. Donc, j'ai les ficelles, mais justement, parce que j'ai les ficelles, j'y vais pas. Oui, c'est courageux de lancer une marque. Tu vois, bien sûr, c'est courageux, ça demande énormément d'argent. Et tu vois, autant il y a 6-7 ans, tu pouvais te lancer comme ça, à la limite, et puis avoir un joli compte Instagram et te lancer et percer. Entre-temps, la Covid est arrivée, la guerre en Ukraine a fait exploser les prix des matières premières, etc., a produit aussi de l'inflation. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué de se lancer si tu n'as pas énormément d'argent, notamment pour communiquer. Oui, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Tu vois, et aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont jamais... Enfin, elles ont trouvé un public, mais pas suffisant pour à faire une croissance qui fait qu'au bout d'un moment, elles pèsent sur le marché et on les reconnaît comme des marques potentiellement concurrentes. On a encore beaucoup qui sont sous les radars quelque part et malheureusement, faute de moyens pour émerger, pour faire de la publicité, soit elles vont rester comme ça, à vivoter, et puis ça va continuer comme ça, soit elles vont devoir s'arrêter. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Tu saurais dire sur le nombre de créateurs de marques que tu as reçus, il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte, comme on dit? Il y en a bien une dizaine. Hein. Ouais. Sur 230? Facile. Sur 230, ouais. Alors, dans les 230, il y a aussi des legacy brands, des marques conventionnelles, hein, mais dans les startups, il y en a quelques-unes qui ont
Ouais, qui ont mis la clé sous la porte. Hein. Donc je dis 10, mais peut-être que je suis en dessous de la vérité, parce que y en a plein qui communiquent pas dessus. Oui. Voilà. Alors toi, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais tu ne pourrais pas te passer de quel cosmétique ou de quel make-up ou de quel produit cheveux? Pour ce qui est soin de la peau, alors c'est sûr, contour des yeux et hydratant, ça c'est la base pour moi. Crème corps aussi. Ouais, t'es fan. Obligatoire. Ah ouais. Tu sais, quand t'as la peau sèche, en fait, il n'y a pas 36 solutions, quoi, tu vois. Moi, ma peau, elle est moins sèche, par exemple, quand je suis en Martinique. Mais ici, c'est pas possible. Même en été, tu vois, c'est pas possible. L'air est plus sec, il y a... Voilà. Et, le calcaire de l'eau, peut-être. Le calcaire aussi, c'est vrai. Donc, non, c'est clairement des produits dont je peux pas me passer. Et make-up? Ah, make-up. Non, make-up, je suis vraiment un mauvais élève, j'ai jamais... Mais c'est un truc quand même que beaucoup de journalistes beauté de notre génération... moi, je me souviens qu'on n'en voyait pas beaucoup qui étaient hyper maquillés. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, pas hyper maquillés, mais on avait quand même nos... Tu vois, oui. Il y en a certaines qui sont très rouge à lèvres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, il y a eu toute l'arrivée du maquillage des sourcils. Qui a, par exemple, moi, je suis fan. Ouais. C'est ma petite brosse à sourcils. Oui, alors oui, voilà. Moi, j'ai la brosse, mais... allez, peut-être... fond de teint, c'est venu sur le tard, parce que justement, il n'y avait pas de propositions pour les peaux noires, ou très peu. Peut-être le mascara, le mascara, eyeliner. Bon, j'en ai pas aujourd'hui. Hein. On va faire un selfie après pour prouver. Et alors, cosmétique à part, tu mises sur quoi pour rester sereine avec ton âge? Alors moi, mon grand truc quand même, c'est le sport. Oui. Ça fait, je sais pas, 30 ans peut-être que je fais du sport au moins 4-5 fois par semaine. Ah oui. Oui. Fitness. Longtemps, ça a été le fitness parce que c'était la grande mode. Voilà. Après, je me suis mise à courir. Après, je suis passée par quelque chose de plus tu vois, culture physique. Alors, j'ai fait un moment un peu plus de pilates, un peu plus de... Yoga, non? Un petit peu de yoga aussi. Et quand tu disais culture physique, c'est-à-dire musculation avec poids, avec des poids? Avec des poids, parce que des haltères. C'est la tendance. Hein. Ouais, c'est revenu vachement. Ouais, c'est vrai. Et là, j'en refais à nouveau parce que effectivement, avec l'âge, mine de rien, la musculature, le muscle, c'est ce que tu perds. Ça dégringole pour les femmes à partir d'un certain âge avec la ménopause. Donc ça, j'ai recommencé. J'ai un peu laissé de côté, tu vois, les trucs un peu plus entre guillemets doux, parce que le pilates, c'était pas doux. Oui. Et voilà, je continue à courir. Mais c'est pour moi, ça, c'est vraiment impératif. C'est vraiment le truc, tu vois. Moi, j'étais enceinte, j'ai fait, je crois... j'étais folle, je pense. Bon, ma fille va très bien, mais j'ai fait du step jusqu'à, je crois, 7 mois de grossesse. Oui, c'est bon pour le moral, pour l'allure. Franchement, c'est... Ah oui, moi, je sais que, tu vois, quand on exerçait notre métier, il y avait des périodes de stress vraiment intenses. Et cette coupure entre midi et 2, pour moi, c'était salutaire, quoi. Franchement, ça m'a aidée, mentalement, physiquement, évidemment. Et ça reste mon truc, quoi. Tu vois, quand je vais courir, que je reviens, je me dis, ah là là, je parle à mon chat. Moi, j'ai craché mes poumons, mais qu'est-ce que c'était bien. Voilà, et je passe une super journée. Puis on se regarde autrement, je trouve. Oui, ouais. Et avec un peu plus de bienveillance. Non, complètement. Non, le sport, c'est vraiment mon truc. Et puis l'alimentation, évidemment, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Je fais super gaffe. Je mange pas de bouffe transformée. Tu cuisines, donc? Je cuisine, mais c'est même pas de la grande cuisine, tu vois. Je fais des brocolis... mon steak que j'achète au marché de temps en temps, tu vois, c'est pas de la grande cuisine, franchement, c'est... Mais c'est peu de produits ou pas de produits transformés. Non, ça rentre pas chez moi. Écoute, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des projets pour 2024? Alors, projet. J'aimerais beaucoup sortir ma newsletter. Ça fait des années que je procrastine là-dessus.
il faut que je m'y mette. Oui. Franchement, la newsletter, ça serait bien. Ça serait un bon pendant pour Beauty Toaster. Ça serait bien. Et voilà. Et puis ouvrir aussi un peu les interviews à des profils qui ne sont pas forcément dans le métier, mais qui ont des sujets connexes avec le mien. On a déjà fait une interview ensemble, d'ailleurs. C'est ça. Donc, ouais, j'aimerais bien. Bon, écoute, on te souhaite de réussir à sortir ta newsletter. C'est un gros boulot. Ouais. Et puis, plein d'interviews qui te plaisent. Ouais, super. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Chantal. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir partagé avec nous ton expertise et ton analyse affûtée. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que cet épisode vous a intéressé, informé et éclairé. Ce qui serait génial pour moi et Chantal, que vous le partagiez. Vous aussi, il vous arrive de ne plus savoir à quel cosmétique vous fiez, ou vous êtes au contraire une beauty addict décomplexée. J'ai hâte de lire votre commentaire sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre plein d'étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.